Eustace Conway pourrait bien être l'homme du moment. Depuis plus de 10 ans, il attire l'attention de millions de personnes grâce à son rôle dans la série Mountain Men, diffusée sur la chaîne History Channel. Inébranlable dans ses valeurs, Conway est devenu un symbole vivant d'autonomie, de courage et de retour aux principes traditionnels que le monde moderne oublie souvent. Il a enduré des tempêtes littérales et métaphoriques, mais rien n'a jamais entamé sa détermination. Aujourd'hui, cet homme discret et résolu fait des vagues inattendues sur la scène internationale. Les gens se demandent pourquoi. Qu'y a-t-il de si important pour que Eustace Conway, un homme qui a bâti sa vie sur la simplicité, s'éloigne de son monde tranquille et autosuffisant? La réponse pourrait vous étonner, voire vous inspirer. Eustace Conway est enfin prêt à raconter son histoire. Eustace Conway est né le 15 septembre 1961 à Columbia, en Caroline du Sud, et a été baptisé Eustace Robinson Conway IV. Son héritage est riche en innovation et en aventure. Son grand-père Chief Johnson a fondé le Camp Sequoia en 1924 et est considéré comme l'un des pères fondateurs du camping américain. De cette lignée, Eustace a hérité non seulement d'un nom, mais aussi d'un héritage, une profonde compréhension de la nature sauvage et des valeurs qu'elle inculque. Ses parents, Eustace Conway Trey et Karen Conway, étaient des personnes remarquables. Son père, professeur de génie chimique, était un homme de logique et de discipline. Sa mère, élevée dans une maison en rondin du camp de Sequoia, a grandi au rythme de la nature et a acquis une connaissance intime de la terre. Ensemble, ils ont créé un environnement où leurs enfants, Walton Judson Martha et Eustache, étaient encouragés à explorer, à apprendre et à penser de manière indépendante. Leur enfance est marquée à la fois par l'éducation et par une liberté débridée. Les enfants Conway passaient leur journée à parcourir la campagne sauvage, leur salle de classe étant en plein air, leurs leçons écrites dans le vent et l'eau. Chaque lever de soleil promettait une nouvelle aventure, et chaque coucher de soleil clôturait une nouvelle journée de découverte. En 1977, alors qu'il n'avait que 17 ans, Eustache a pris une décision qui le distinguerait à jamais du monde qui l'entourait. Il a quitté la maison pour aller vivre dans un tipi au fond des bois. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un tipi est une habitation traditionnelle amérindienne faite de peaux d'animaux ou de toiles tendues sur de longues perches, formant une structure en forme de cône. En d'autres termes, il s'agissait d'une tente, mais pour Eustache, c'était sa maison. Il ne s'agissait pas d'une brève expérience ou d'un caprice de jeunesse. C'était un choix délibéré et permanent. Il s'est installé dans les Appalaches et a passé plus de 20 ans à vivre complètement de la terre. Là, il fait du feu avec des bâtons sevés de peaux d'animaux qu'il capture et tanne et maîtrise toutes les techniques de survie exigées par la nature. À bien des égards, il voyageait à rebours dans le temps, revenant à un mode de vie qui avait presque disparu. Alors que d'autres adolescents se préparaient à l'université et choisissaient des carrières conventionnelles, Eustace Conway testait son endurance face à la volonté inflexible de la nature elle-même. Son histoire est restée largement inconnue du grand public jusqu'à ce qu'il croise la route de la journaliste Elizabeth Gilbert. Connue pour sa perspicacité et ses récits saisissants, Elizabeth Gilbert a rencontré Eustace pour la première fois en 1993 et a été profondément fascinée par sa vie. Elle a passé des années à suivre son parcours et à faire des recherches avant de publier en 2002 The Last American Man, qui retrace la vie extraordinaire d'un homme qui à 17 ans
a quitté le confort de la banlieue pour vivre en harmonie avec la nature sauvage. Il est devenu finaliste du National Book Award et a propulsé Eustace dans la reconnaissance nationale. À travers ses écrits, Gilbert a utilisé l'histoire d'Eustace pour explorer des thèmes plus larges, la masculinité moderne, le matérialisme et la lutte entre la civilisation et l'authenticité. Elle a également mis en lumière les contradictions qui définissent l'existence d'Eustace, un homme déterminé à rejeter la vie moderne, mais contraint de s'y engager pour survivre. Son histoire a résonné bien au-delà de la page imprimée. Eustace est apparu dans l'émission This American Life de NPR, dans une séquence intitulée Adventures in the Simple Life, écrite et racontée par Sarah Vowell. Les producteurs ont été attirés par lui après avoir entendu parler de son étonnant voyage à cheval à travers les États-Unis, un périple de plus de 3000 miles de l'océan Atlantique au Pacifique, réalisé en seulement 103 jours. Eustace a documenté son voyage lui-même à l'aide d'un magnétophone portatif et ses enregistrements bruts et non filtrés ont ensuite été utilisés dans l'émission. L'animateur Ira Glass a immédiatement reconnu que la voix d'Eustace avait quelque chose de rare, une authenticité qui en faisait une radio remarquable. Grâce à cette émission, les auditeurs ont pu entendre Eustace dans ses propres mots, réfléchissant au sens de la vie moderne, au pouvoir de l'autosuffisance et au besoin humain d'être en contact avec la Terre. En 1987, guidé par sa vision de toujours, Eustace a fondé Turtle Island Preserve, un centre d'éducation à l'environnement qui s'étend sur 1000 acres de nature vierge près de Boone, en Caroline du Nord. La réserve est devenue à la fois son sanctuaire et son héritage, un lieu où les gens peuvent venir redécouvrir les compétences et les valeurs que la civilisation a lentement oubliées. Eustace rêvait d'une vie libérée de la technologie, et l'île de la Tortue était son expérience vivante de cet idéal. Ici, il pouvait enseigner aux autres comment construire, cultiver et vivre en harmonie avec la nature, comment exister sans les béquilles des appareils modernes. L'île de la Tortue lui a été inspirée par son grand-père maternel, le chef C. Walton Johnson, qui avait fondé le camp Sequoia près de Weaverville. Le camp a débuté modestement avec 27 garçons, leur apprenant la randonnée, le canoë, l'équitation, la natation, le tir et surtout le respect du monde naturel. La mission de Johnson était simple mais profonde, aider les jeunes hommes à voir avec leurs yeux, ressentir avec leur cœur, agir avec leurs mains et vivre ensemble dans un esprit de fraternité. Eustace a participé à ce camp lorsqu'il était enfant et y est retourné plus tard en tant que conseiller, et la philosophie s'est profondément enracinée en lui. La gestion de sa propre réserve est devenue la mission de sa vie. Aujourd'hui, Turtle Island est un centre éducatif à but non lucratif qui perpétue l'héritage du chef Johnson et les idéaux des générations qui l'ont précédé. Seule une petite partie des terres est utilisée pour les programmes, le reste demeurant intact. Une salle de classe en milieu sauvage où les étudiants et les bénévoles peuvent renouer avec l'ancienne relation entre l'homme et la nature. Des gens de tout le pays continuent d'arriver attirés par la même vision qui a inspiré Eustace lorsqu'il était enfant, vivre délibérément, apprendre de la terre et redécouvrir la force que la simplicité peut apporter. Sur la propriété, on trouve des animaux de ferme, des jardins et même des sentiers de randonnée. Turtle Island
organise des camps pour filles et garçons pendant les mois d'été et propose des ateliers tout au long de l'année. Les invités sont choisis sur rendez-vous, ce qui permet à Eustace de rester conscient et de contrôler les personnes qui séjournent dans le camp. Les camps d'été durent 1 à 2 semaines, et les campeurs sont logés dans des tentes et des maisons en rondins. Ils se lèvent tôt pour participer aux travaux de la ferme et vivre d'autres expériences enrichissantes. À la fin de leur séjour, les participants acquièrent des compétences qui étaient autrefois courantes, mais qui sont aujourd'hui rares dans la société moderne. La réserve accueille des groupes depuis plus de 25 ans et continue de le faire en dépit de tous les défis qui se sont dressés au fil des ans pour entraver sa progression. Eustace Conway est plus qu'un simple personnage devenu populaire. Il est devenu un symbole culturel pour de nombreuses personnes. Son expérience et ses convictions l'amènent involontairement à se remettre en question. Certains trouveront ses idées peu pratiques, d'autres penseront qu'il y a une meilleure façon de faire. Quoi qu'il en soit, il a choisi sa voie et fait tout ce qui est en son pouvoir pour la suivre. Pour Eustace Conway, le développement durable ne se résume pas aux dernières technologies vertes. Pour lui, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de revenir à l'essentiel et de renouer avec le monde naturel que nous avons, en quelque sorte, perdu de vue. À Turtle Island Preserve, il aide les gens à se débarrasser du bruit de la vie moderne et à se concentrer sur ce qui compte vraiment: la nourriture, le logement, l'eau et les vêtements. Lorsque vous faites cela, un déclic se produit. Vous commencez à voir comment tout se mélange. Eustace a régulièrement parlé de la façon dont la vie moderne nous a confinés au sens propre comme au sens figuré. Nous vivons dans des immeubles entourés de béton, nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, et nous sommes totalement déconnectés des saisons qui changent sous nos fenêtres. Il pense qu'une grande partie de notre anxiété et de notre agitation vient du fait que nous vivons dans ce qu'il appelle un monde factice. Nous préférons le confort aux relations réelles. Ces idées n'étaient pas seulement les réflexions d'un clochard. Il les a mises en pratique avec la chasse gardée. Grâce aux ateliers et aux programmes organisés à Turtle Island, les gens ont appris à construire de leurs mains en utilisant des matériaux locaux, à élever des animaux, à cultiver leur propre nourriture et à mettre en pratique des compétences qui étaient autrefois réservées à la génération plus âgée. Le message d'Eustace est simple. La durabilité n'est pas une destination. Il ne s'agit pas d'un ticket unique pour la célébrité, c'est un mode de vie. Il s'agit de travailler avec la nature plutôt que d'essayer de la faire travailler pour soi. Eustace Conway, aussi cliché que cela puisse paraître, veut simplement rendre le monde meilleur. Rejoindre les hommes de la montagne et une collection de vieux crampons de chemin de fer sont une ressource gratuite si l'acier est de première qualité. Je me demande quelle est la teneur en carbone de ces crampons. Eustace Conway a rejoint la série télévisée de télé-réalité de la chaîne History Channel Mountain Men lors de sa première diffusion le 31 mai 2012. L'émission présentait d'autres survivalistes comme Eustace qui vivaient de la terre dans des endroits reculés à travers l'Amérique. Eustace était l'un des premiers membres de l'équipe avec Tom Orr et Marty Maiorotto. Son reportage portait sur sa vie dans la réserve de Turtle Island, dans les Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord. Il a été filmé en train d'enseigner les techniques de survie en milieu sauvage et le mode de vie traditionnel. L'émission a débuté à une époque où la réserve était confrontée à des défis complexes. Eustace était confronté à de graves problèmes juridiques liés à des violations du code de la construction à Turtle Island Preserve. Ce moment était très délicat. Pour la première fois, il participait à une émission de télé-réalité, ce qui allait permettre de faire connaître la réserve à plus grande échelle. Mais les choses n'allaient pas s'arranger de sitôt.
Quelques mois seulement après la première du spectacle, les autorités ont contraint la réserve à fermer l'accès au public parce que ces bâtiments traditionnels étaient en infraction avec les codes de construction modernes. Au départ, certains craignaient que cela n'entache l'accueil réservé à l'émission. Au lieu de cela, il est devenu un élément accrocheur de son intrigue dans l'émission. Les téléspectateurs ont pu se rendre compte des difficultés réelles rencontrées pour maintenir le style de vie qu'ils prônaient. Après ce contretemps, la présence d'Eustache dans l'émission est devenue presque permanente. Il est apparu régulièrement dans les 10 premières saisons de l'émission et est devenu un visage populaire de la chaîne. Il était presque toujours dans la réserve, enseignant une technique de vie ou s'occupant des défis dissuasifs liés à la gestion d'une réserve éducative. Certains membres de l'équipe se concentraient principalement sur la chasse et le piégeage, les aspects les plus clichés de la vie primitive. Les émissions d'Eustache étaient plus populaires parce qu'elles allaient au-delà de la simple chasse. Il enseignait la survie dans la nature, il enseignait l'artisanat, il enseignait avec une joie innée de vivre dans la nature. Les téléspectateurs l'aimaient et réagissaient positivement à sa présence. Il apportait une perspective intellectuelle à l'émission et présentait toujours un sens plus profond à ses choix. La série avait besoin de profondeur, et Eustace l'a apporté. Le fait qu'il ait été le sujet d'une biographie finaliste du National Book Award a également renforcé sa crédibilité. Le public l'a considéré comme une véritable personne. Cependant, la célébrité et Eustache n'ont jamais été les meilleurs amis du monde. Sa relation avec la popularité a toujours été compliquée. Dans une interview accordée à GQ, il a confié qu'il avait envisagé de se retirer de la télévision. Il a révélé que les exigences du tournage entraient en conflit avec son désir de rester fidèle à ses convictions et de s'engager à gérer la réserve de l'île de la Tortue. Le travail à la télévision l'a sans aucun doute soutenu financièrement, mais il l'a également obligé à faire des compromis qui n'étaient pas en accord avec ses principes. Il a fait part de ses réflexions sur la participation à une émission de télé-réalité, une fois de trop, et nombre de ses fans se demandent maintenant quand il mettra enfin un terme à sa participation à l'émission des Mountain Men, l'absence de l'acteur dans la 11e saison qui a débuté en septembre. 2022 a commencé à susciter des spéculations sur sa retraite. Il avait été une présence constante pendant 10 saisons et sa disparition soudaine a soulevé des questions. Les spéculations ne sont restées que des spéculations, car il figurait toujours dans la liste des acteurs. Cela laissait supposer que son absence était probablement temporaire plutôt que permanente. Des sources indiquaient qu'il était susceptible d'apparaître dans d'autres saisons, mais il était difficile de l'accepter, étant donné que ce n'était pas dans les habitudes d'Eustace Conway. Lors de la diffusion de la saison 12 en août 2023, Eustace est revenu dans la série aux côtés des personnages habituels. Les raisons de son absence lors de la dernière saison n'ont jamais été révélées, mais cela signifie une chose. Il n'avait pas encore pris sa retraite définitive. Certains fans ont affirmé que son travail à la Turtle Island Preserve ou ses nouvelles activités immobilières auraient pu limiter sa disponibilité pour le tournage. Ils avaient de raison. Pendant son absence, il a développé ses activités. Il a commencé à vendre des maisons. Il a créé des locations Airbnb qui reflètent ses racines appalachiennes. Son profil Airbnb indique qu'après avoir été bénévole à plein temps à la Turtle Island Preserve pendant 32 ans et avoir gagné de l'argent grâce à la télé-réalité, il a décidé de faire une pause et d'utiliser ses talents créatifs pour décorer des maisons et créer des maisons de retraite dans les montagnes. C'était nouveau et surprenant pour les fans d'Eustace Conway. Il s'agit d'une voix totalement différente. Cependant,
Cela signifie qu'il cherche d'autres moyens de générer des revenus qui ne reposent pas uniquement sur la télé-réalité. Depuis 2025, il continue d'apparaître dans Mountain Men. Ses apparitions ne sont pas aussi régulières qu'elles l'étaient dans les premières saisons de l'émission. Il est plus présent en tant qu'éducateur et moins présent en tant que star de la télé-réalité. La retraite n'est pas si proche pour Eustache. Il a maintenant la soixantaine et doit faire face à de multiples responsabilités. Il n'est plus le garçon de 17 ans assis dans la forêt dans un tipi. Plus âgé, il gère la réserve de Turtle Island, s'occupe de ses affaires immobilières et passe parfois à la télévision. Tout cela s'accompagne de la nécessité de se montrer dans le monde moderne jour après jour. Sans le savoir, Eustache s'est peut-être éloigné de plus en plus de ses désirs, ou ceux-ci ont peut-être changé avec le temps. Il a également regretté de ne pas s'être installé avec une femme et une famille. Il a confié à GQ que fonder une famille est désormais son plus grand désir, ce qui permet de se rendre compte que les priorités sont appelées à changer avec l'âge. Controverse. Les autorités, les figures de contrôle, interviennent ici et mettent fin à la belle relation de voisinage et d'entraide que j'ai vue précédemment. Vous vous êtes peut-être demandé ce qui s'est réellement passé en 2012 et comment cela a secoué ce montagnard particulier. Eh bien, au cours de l'année, les inspecteurs en bâtiment du comté de Watauga ont reçu des rapports selon lesquels Turtle Island possédait plusieurs bâtiments non autorisés ouverts au public. Cela signifiait simplement que certains bâtiments utilisés dans la réserve n'avaient pas obtenu de permis des autorités. Un groupe d'inspecteurs comprenant des représentants du département de la santé et du bureau du shérif s'est rendu à Turtle Island pour inspecter ces bâtiments. À leur arrivée, les inspecteurs ont constaté plusieurs problèmes. Tout d'abord, de nombreux bâtiments n'étaient pas conformes au code de la construction de Caroline du Nord en matière de sécurité et d'hygiène. Il y a eu un manque de permis de construire. Des systèmes de plomberie manquaient. Ils utilisaient des flammes nues ou des poêles à bois sans ventilation approuvée. Certains bâtiments avaient des sols en terre battue ou étaient construits avec des rondins non transformés. Ces observations placent la réserve en porte-à-faux avec la loi, car il s'agit d'un espace ouvert à l'accueil ponctuel d'un grand nombre de personnes. Les problèmes de sécurité étaient alarmants, et la seule justification était l'idée de vouloir vivre dans un environnement primitif exclusivement naturel. Outre les problèmes de sécurité, l'environnement ne répondait pas aux exigences du code en matière de stabilité et de résistance au feu. S'il s'agissait d'une propriété privée fermée au public, la situation serait différente. Cependant, des gens fréquentaient ces camps, de sorte que les fonctionnaires ont classé les bâtiments comme des installations publiques devant répondre aux normes d'utilisation publique. La vision d'Eustace Conway a eu pour conséquence que les autorités du pays ont ordonné à la Turtle Island Preserve de fermer ses portes aux visiteurs jusqu'à ce que le problème soit résolu. Cette fermeture a eu plusieurs conséquences négatives pour Eustace. Tout d'abord, il ne pouvait plus animer des missions publiques. Il s'agissait de sa principale source de revenus à l'époque. Son engagement communautaire risquait de s'amenuiser rapidement. L'application de la loi a été ressentie comme une attaque contre son message. Il a affirmé que ces bâtiments devaient paraître primitifs et techniquement peu sûrs, car cela faisait partie de l'expérience d'apprentissage. Elle n'était pas destinée à être confondue avec l'apparence d'un logement permanent ou d'un bâtiment commercial. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'une traînée de poudre. L'île de la Tortue a été fermée et personne n'est prêt à rester les bras croisés. Les partisans se ralliaient à la cause d'Eustace Conway. Nombre d'entre eux étaient déjà des adeptes inconditionnels de ses convictions. D'autres estimaient que le gouvernement essayait injustement de ruiner le bon travail d'un homme
qui essayait de prêcher en faveur du développement durable et de la nature. De nombreuses lettres ont été envoyées aux journaux, des pétitions ont été déposées. De nombreuses réunions locales ont été organisées pour demander au comté et à l'État de reconsidérer la manière dont la loi abordait les structures primitives. Les critiques ont répondu que les codes de construction étaient conçus pour les maisons de banlieue et les bureaux modernes. Ils ont parlé de la réserve comme d'une sorte de nature sauvage, quelque chose sans cause ni raison. Pour être honnête, il est difficile de défendre un homme qui a quitté son domicile pour passer le reste de ses jours dans la forêt jusqu'à ce que les médias le découvrent. De l'autre côté, les fonctionnaires du comté ont déclaré qu'ils ne faisaient que leur travail. Ils ont expliqué que les mêmes lois s'appliquaient à tous et que les codes étaient là pour protéger la sécurité publique. Si quelqu'un se blesse dans une structure qui ne répond pas aux normes de sécurité, le comté peut être tenu pour responsable. Ils se sont fait un devoir de faire savoir qu'eux-mêmes et le gouvernement n'avaient aucun problème avec Eustace. Ils ne pouvaient tout simplement pas ignorer les violations potentielles. Tout en essayant de résoudre les problèmes de code, une autre affaire juridique couvait en arrière-plan. En décembre 2012, il a été arrêté pour violation de domicile au second degré à la suite d'un désaccord avec un propriétaire voisin. Selon le voisin, Eustace avait pénétré sur son terrain sans son autorisation. L'incident a aggravé ses démêlés avec la justice et a été largement relayé par les médias locaux. Pour un leader et un visionnaire qui refusait déjà de plier devant les violations du code, la situation n'était pas bonne du tout. Eustache a nié avoir fait quoi que ce soit de mal et a affirmé qu'il s'agissait d'un simple malentendu. L'affaire a été portée devant le tribunal, mais elle n'a pas duré longtemps. En avril 2013, l'accusation de violation de propriété a été rejetée en raison du manque de preuves. Bien qu'elle se soit terminée sans condamnation, l'arrestation a ajouté du stress et de l'attention publique à son année déjà difficile. L'affaire était peut-être terminée, mais la controverse sur le code de la construction était loin d'être close. De nombreuses personnes ont commencé à contribuer au conflit. Certains ont commencé à discuter du fait que les réglementations existantes étaient trop strictes pour les installations hors réseau et les établissements d'enseignement. Eustace s'est exprimé publiquement sur la question. Il n'avait rien à cacher et a expliqué que les codes rendaient presque impossible la vie naturelle ou l'enseignement des techniques traditionnelles. Cette année-là, l'Assemblée générale de Caroline du Nord a adopté une nouvelle loi, la House Bill 774, visant à exempter les camps et structures primitifs du Code de la construction de l'État. Il s'agit du projet de loi 774 de la Chambre des représentants, qui vise à exempter les camps et les structures primitifs du Code de la construction de l'État. Cela signifie que certains types d'abris simples, comme les cabanes en rondins ou les bâtiments en plein air utilisés à court terme, ne doivent pas répondre aux mêmes normes que les maisons ordinaires. Après l'adoption de la loi, M. Eustace a accepté de collaborer avec les autorités du comté pour satisfaire aux autres exigences en matière de santé et de sécurité. Grâce à cette nouvelle loi, la réserve de Turtle Island pourra désormais poursuivre ses activités. Cela ne veut pas dire que Eustache et les fonctionnaires du comté sont devenus les meilleurs amis du monde. Leurs relations sont tendues. Ils insistent sur le fait qu'ils doivent appliquer les codes de l'État de manière cohérente, indépendamment des convictions individuelles. De leur point de vue, l'île de la Tortue est un établissement public et peut toujours faire l'objet d'un examen minutieux tant qu'il s'adresse au public. Eustache considère que les autorités tentent de saper son travail acharné. Il s'agit d'un cas classique de bon flic, mauvais flic, et personne n'aime le mauvais flic.
Le comté insiste sur ses normes modernes. Eustache insiste sur sa dépendance à l'égard des systèmes modernes. Personne ne gagne, ou alors ce sont les autorités qui gagnent. Malgré ces divergences, il continue à collaborer et à défendre ses intérêts au lieu de se rebeller lorsqu'il s'agit de répondre à ses préoccupations réglementaires. Il a participé à des réunions, s'est adressé à des fonctionnaires et a invité des inspecteurs à visiter la réserve. Il a ouvert les bras à leur incrédulité et a même contribué à réformer certaines politiques législatives susceptibles de faire obstacle à la création d'une exemption pour les modes de vie traditionnels et durables. Ce combat n'est pas seulement pour lui. C'est un moyen de préserver les droits des personnes à vivre et à exister dans l'environnement de leur choix. Il a rallié des habitants des bénévoles et des fandoms des montagnes pour faire connaître sa situation. Eustace donne fréquemment des lettres ouvertes et des conférences publiques dans lesquelles il explique que son mode de vie ne doit pas être considéré comme dangereux. Non conventionnel, oui, mais jamais dangereux. Il a procédé à des ajustements pratiques pour prouver qu'il était prêt à accepter certains changements. Il a demandé des permis. Il a ajouté des extincteurs et des dispositifs de sécurité. Il a modifié certaines structures et a fait des compromis sur certaines conceptions sans faire d'histoire. Il communique étroitement avec les autorités locales et respecte les préoccupations du public. Bien que les questions de réglementation se soient apaisées, tant que l'île de la Tortue restera ouverte, elle sera toujours soumise à la réglementation. Les hommes de la montagne. Depuis son lancement en 1995, la chaîne History Channel a connu d'importants changements. Elle s'est d'abord concentrée sur des documentaires historiques traditionnels. Ils couvraient des sujets tels que les guerres, les biographies et les événements historiques. À la fin des années 2000, un changement s'est opéré. En 2009, ils ont lancé Pawn Stars, une émission sur un prêteur sur gage à Las Vegas qui a connu un grand succès. Le conseil d'administration s'est alors rendu compte qu'il devait se diversifier en proposant des vies et des professions rarement représentées dans les médias. La programmation de la chaîne a commencé à présenter des prêteurs sur gage, des collectionneurs d'antiquités, des camionneurs, navigant sur des routes de glace, des chasseurs de marais et des chercheurs de trésors. Chaque émission était une nouvelle aventure. Les dirigeants de la chaîne donnaient le feu vert à des émissions en fonction de leur audience, de leur performance et des caractéristiques démographiques de leur public. Après que Pawn Stars a montré que les émissions de télé-réalité pouvaient attirer davantage de téléspectateurs que les documentaires traditionnels, le processus de décision s'est orienté vers des contenus susceptibles de générer une audience régulière. Les producteurs ont commencé à proposer des concepts qui combinaient un élément historique ou éducatif avec des personnages convaincants et la bonne dose de drame. Mountain Men est un programme complet. La série présentait un contexte historique tout en offrant un divertissement constant. Avec des personnages comme Eustace Conway, une certaine éducation était dispensée car on le voyait souvent enseigner à des personnes de la Turtle Island Preserve les compétences nécessaires pour survivre dans la nature. Mountain Men a été diffusé pour la première fois sur la chaîne History Channel en 2012 et a attiré l'attention. L'intrigue n'avait rien de compliqué. Les téléspectateurs ont été amenés à suivre des individus qui choisissent de vivre en dehors de la société moderne et à documenter leur lutte quotidienne avec les abris, la nourriture, les conditions météorologiques et la faune. L'équipe de production était habituée à créer des visuels de type documentaire qui capturaient des situations comme s'il s'agissait de l'œil d'un spectateur. Ils ont ajouté des courbes dramatiques aux épisodes pour leur donner une touche supplémentaire.
Il s'agissait d'une tentative de fidéliser les téléspectateurs acquis lors de la diffusion du premier épisode. L'idée de Mountain Men est née d'une tendance de longue date dans le domaine de la télé-réalité. Les gens voulaient des combats de survie réalistes. Les gens voulaient voir des Américains ordinaires dans leur élément. Le public voulait voir ce qu'était la vie en temps réel, les pertes, les victoires, les déceptions et les triomphes. Le public était curieux des modes de vie extrêmes, de la vie hors réseau et du chaos qui accompagne une vie non conventionnelle. La production d'une émission de télé-réalité exige des compétences différentes de celles des émissions de télé-réalité en studio. Les producteurs avaient besoin d'équipes capables de travailler dans des environnements isolés et souvent difficiles pendant de longues périodes. L'unité de production envoyée pour tourner Mountain Men était plus petite et plus mobile. Il y avait 2 caméramans, un producteur de terrain et parfois un assistant ou un technicien du son. Les équipes devaient vivre sur place pendant des jours, voire des semaines. Elles campaient près des maisons des acteurs ou dans des zones de transit proches. Cela permettait de ne pas perturber la vie des acteurs. Ils ont également pu tourner jusqu'à la nuit parfois si nécessaire. Les caméramans de terrain sont souvent responsables de leur propre son et les équipes travaillent sans le confort d'une base de production. Techniquement, l'inconfort montré à la caméra est le même, sinon plus que celui auquel l'équipe est confrontée pendant les tournages. Le style de tournage de Mountain Men était particulier. Ils ont mélangé la technique du documentaire d'observation avec les pratiques de production habituelles de la télé-réalité. Les caméras ont filmé le travail quotidien, la coupe du bois, la pose de pièges, la réparation des structures et le dépaissage des proies. Ils ont également mis en scène certaines séquences à des fins de sécurité et de clarté. Les producteurs ont ensuite interviewé les acteurs dans des séquences de type confessionnel, afin d'ajouter de l'émotion et de l'histoire à certains des événements capturés pendant le tournage. Le montage a veillé à ce que les épisodes de 42 minutes se résument à un format particulier. Le format était le suivant: problème, réaction, résolution. Par exemple, une blessure peut être le problème principal de l'épisode. Les acteurs réagissent en conséquence. Ensuite, une résolution temporaire ou permanente est apportée pour clore le débat avec le public. Le tournage est avant tout un équilibre entre le déroulement naturel des événements et l'orientation des séquences d'une manière qui semble suffisamment cohérente pour le public. Les choix de casting contribuent également à rendre l'émission unique. Les acteurs viennent du Montana, du Wyoming, de l'Alaska, du Maine et d'ailleurs. La rotation des acteurs et les apparitions d'invités occasionnels permettent à chaque saison de rester fraîche. Les producteurs sélectionnent également des participants qui possèdent à la fois des compétences en matière de survie et une personnalité adaptée. Cette combinaison permet aux téléspectateurs d'établir un lien avec les acteurs et de s'intéresser à eux lorsque des problèmes surviennent. Les audiences et les performances commerciales sont restées stables pendant un certain temps. Des millions de personnes se sont retrouvées devant leur télévision pour regarder les épisodes dès leur diffusion. Après une décennie, le nombre de téléspectateurs a fluctué pour diverses raisons. La série a un public fidèle et est l'une des franchises les plus populaires de la chaîne History Channel. De récents sondages ont montré que des centaines de milliers de téléspectateurs regardent encore l'émission au moment où elle est diffusée. L'accueil réservé par le public à l'émission a parfois été mitigé. Beaucoup ont loué l'émission pour avoir présenté la vie sous un jour différent. L'émission présente des connaissances pratiques de manière divertissante. Les acteurs ont tous offert des perspectives différentes qui ont enrichi l'émission et l'ont rendue aussi saine qu'elle en avait l'air. Certains critiques ont affirmé que l'émission présentait la pauvreté rurale et les conflits fonciers de manière simplifiée,
les faisant paraître moins complexes qu'ils ne l'étaient en réalité. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'un programme de survie romantique. En d'autres termes, l'émission a donné envie aux gens d'adopter un mode de vie axé sur la survie, mais ce n'était pas tout ce qu'elle était censée être devant la caméra. Comme la plupart des émissions de télé-réalité, son authenticité et ses fondements éthiques ont suscité des controverses. Les membres de la distribution ont parfois contesté la manière dont leurs propos ont été modifiés. Certains téléspectateurs ont également admis l'existence d'incohérences dans chaque épisode. Les producteurs ont réagi en affirmant que les choix de montage étaient nécessaires pour créer un récit cohérent. Certains se sont demandé quand il fallait mettre en scène et quand il fallait laisser le spectacle se dérouler naturellement. La controverse entre les histoires construites et les documentaires était intense, mais tant qu'ils fournissaient un contenu captivant, c'était tout ce qui comptait. Les plateformes d'évaluation en ligne ont affiché un éventail de notes allant de la grande admiration à l'incrédulité quant à l'authenticité du spectacle. Mountain Men a créé des vedettes et en plus a propulsé Eustace Conway sous les feux de la rampe. Sa popularité s'est considérablement accrue au fil des ans, ce qui l'a aidé à réaliser son rêve de créer une réserve pour vivre dans la nature. Si vous êtes d'accord avec les convictions d'Eustace Conway, faites-nous part de vos commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran